Aussi vrai que les propriétaires de prisons privées aux États-Unis sont également les propriétaires de labels de rap hardcore, il est plus facile de construire un enfant solide que de réparer un homme brisé. C'est avec cette parole de Frédéric Douglass que j'introduis ce nouvel épisode de la librairie africaine qui, je l'espère, saura mettre vos neurones en ébullition. La librairie africaine, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux parmi vous qui ne savent pas, qui la découvrent? Eh bien, sachez que c'est un cœur de réacteur nucléaire pour une renaissance par la connaissance. C'est la prise de conscience que les leaders doivent être des lecteurs. C'est la prise de conscience que la liberté, la vraie, se conjugue moins par la poche que par l'esprit, que par le savoir. Et qu'il est impératif, à l'heure qui est la nôtre, de se saisir de ce savoir, de s'armer de connaissances jusqu'au temps. Ainsi se veut notre mot d'ordre. Lisons ou mourons. Et je salue notre partenaire, Présence africaine, partenaire, que dis-je, une institution qui nous accompagne dans cette formidable aventure et qui vous donne l'occasion, via un code promo dont vous pouvez bénéficier si vous rendez sur place ou même sur Internet en soulignant que vous venez de la librairie africaine, eh bien vous pouvez bénéficier de toutes les pépites dont cette noble institution regorge. Des pépites qui vont vous éclairer et qui vont vous permettre aussi d'enrichir les vôtres. Lire, c'est également dans une perspective de transmission. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'œuvre de ce grand homme, Frédéric Douglass, qui est, pourrait-on dire, l'ancêtre à la fois de Martin Luther King, de Malcolm X ou même de Barack Obama. Et pour animer cette discussion éloquente, dantesque, mémorable, eh bien, je suis entouré d'une princesse de la lecture et de deux princes de la lecture, Judith. Sois la bienvenue. Merci. Bonjour Herman, merci, ravi d'être là. Et enfin, frère Mbeko. Moi, je suis pas prince, moi. Moi, je suis Des rois. ni roi, ni prince. Je suis un gilet jaune de la lecture. J'essaie de m'en sortir. Mais... Les gilets jaunes ne lisent pas. Oh, tout de suite. Bah, c'est vrai. Les gilets jaunes ne Ils ne lisent seraient pas gilets jaunes. C'est une réalité brutale de la société. Tout de Il y a les suite, ignorants tout et de les suite. lecteurs. Pas beaucoup de dire. Non, mais plaisanterie mise à part, j'ai hâte qu'on aborde le cas de Monsieur Douglas, puisque c'est une source d'inspiration incroyable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, commençons directement. Hein. Par quel biais, comment Frédéric Douglass, son parcours, sa vie, est-elle rentrée dans la vôtre? Honneur aux dames. Frédéric Douglass étant un ancien esclave afro-américain, il est rentré dans ma vie entre guillemets par son histoire qui est quand même assez représentative en fait de tous ces afros qui ont vécu, que ce soit par leurs ancêtres ou par eux-mêmes, en fait, tout simplement l'esclavage. Très bien. Et comment tu l'as reçu, son parcours, son vécu dans ton existence? A-t-elle exercé une influence sur ton regard sur le monde? Alors, c'est un témoignage, enfin, ces témoignages sont assez forts parce qu'on a l'habitude de regarder des films et des séries sur l'esclavage, mais on n'a pas pris, alors quand je dis on, je parle bien évidemment de toute communauté confondue, de lire des récits sur des esclaves, puisque déjà il y en a eu très peu qui avaient à cette époque la capacité de lire et d'écrire, et du coup son témoignage est assez poignant, puisqu'il sait décrire avec toute l'énergie qu'il faut, tout ce qu'il a vécu, et du coup ça nous plonge tout simplement dans le présent qui était tout simplement son histoire en fait. Très bien, merci. Écoute, moi, ça va être particulier parce que c'est par un chemin détourné. Très jeune, donc au collège, je découvre comme ça sur un banc de mon collège une citation de Sartre. Hein, l'important n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est une volonté de lutter contre le déterminisme d'une part et de s'affirmer, avec une envie de résilience évidemment. Et beaucoup plus tard, je vais chercher l'équivalent parce que je veux bien que ça corresponde aussi à ce que je suis finalement, mon identité. Et c'est là que je découvre Frédéric Douglass qui dit à peu près la même chose. Hein. Je vais le lire. Vous avez vu comment d'un homme on fit un esclave, vous verrez comment un esclave devint un homme.
Donc une ferme volonté aussi là-dessus de s'émanciper, de s'affranchir et de sortir de sa condition finalement. Donc ce que je note chez lui, c'est cette quête du savoir, cette quête de la connaissance à travers la lecture, l'écriture, et ce qui a donné le grand orateur et le grand homme dont nous parlons aujourd'hui. Merci. Comment Frédéric Douglass, son parcours, son existence, est-elle rentrée dans la tienne? Moi, je me suis intéressé à lui quand j'étais aux États-Unis. Lors de mon premier voyage aux États-Unis, j'avais 17 ans. Et j'ai commencé à chercher les textes, à chercher les livres qui traitent de son parcours, qui traitent de ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Et ça a été une source d'inspiration parce que ils sont pas nombreux, hein, les esclaves à être devenus écrivains, politiciens, intellectuels. Ils sont pas très nombreux et forcément, quand il y en a un, tu te rends compte que la volonté est un pouvoir incroyable. La volonté, la discipline, c'est puissant quand il y a un moteur qui conduit tout ça. Et ce que j'ai aimé avec Frédéric Douglass, c'est qu'il y a à la fois une aisance sur l'écrit, mais aussi une aisance orale. Parce qu'il est reconnu comme un orateur hors pair, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont très à l'aise à l'écrit, mais une fois qu'on leur donne l'occasion de prendre la parole, c'est catastrophique. Lui, il est à la fois bon à l'écrit et à l'oral. Donc c'est tout à fait notable et je suis très très heureux qu'on prenne le temps aujourd'hui de décortiquer son parcours et d'analyser la trajectoire qu'est la sienne. Très bien, merci. Alors pour ma part, j'ai découvert Frédéric Douglass au détour d'une lecture qui ne lui était pas spécifiquement consacrée, plutôt une lecture autour du panafricanisme, à travers laquelle toutes les grandes figures de ce mouvement étaient évoquées. Et Frédéric Douglass, son nom est très vite apparu, mais en contre-courant, curieusement. Néanmoins, compte tenu de la spécificité qui lui était adressée, ancien esclave devenu grand orateur, devenu homme d'État, en tout cas en puissance, parce que c'est le premier Afro-Américain à s'être présenté à la magistrature suprême, ça n'a fait qu'attirer mon attention. Et puis après, en prime, quand j'ai vu à quoi il ressemblait en termes de charisme, je me suis un peu reconnu, du moins je me suis identifié dans cette logique de dandy, dans la puissance qu'il associait, au pouvoir qu'il associait au beau. Donc, voilà comment après j'ai été à corps perdu dans une recherche un peu plus méticuleuse. Alors, on va commencer l'appréciation de son œuvre en débutant autour de la question de l'esclavage. Avant de parler des esclaves, de l'esclavage, mais sous l'angle des maîtres, si je puis dire. Qu'est-ce que cet ouvrage vous a, si tant est que ce fut le cas, hein, vous a enseigné sur l'esclavage, sur le plan, par exemple, psychologique, économique, on le sait, mais sous le plan psychologique? J'en tire énormément d'enseignements, moi. Frédéric Douglass démarre la vie, enfin, il démarre dans la vie avec un énorme handicap. C'est que d'une part, il ne connaît pas son père. Et d'autre part, il est privé de l'amour et de l'affection, de la présence de sa mère. Donc il explique dans quelles conditions il est emmené à la voir. Donc, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est une non-relation plutôt? Et plus loin même, il décrit dans des mots assez froids le départ de sa mère, qui sont finalement, enfin un départ qui est à l'image aussi de la relation qu'il a eue avec elle. Donc privé de sa mère d'une part, témoin de ses vices corporels sur sa tante, sur sa mère et sur ses semblables finalement, avec la particularité que lui est mulâtre. Donc on soupçonne son maître d'être son père, etc., enfin son géniteur en tout cas. Et là où sa part de blanchité, parce qu'il est certes noir, mais il a une part de blanchité aussi, évidemment. Là où sa part de blanchité pouvait constituer pour lui un avantage, bien au contraire, sa maîtresse, donc la femme de son maître, va lui imputer encore plus, étant donné que c'est le fruit de la tromperie notamment, etc., de l'infidélité, de la débauche de son père. Donc il y a ces conditions-là, il y a le maintien par le fouet, donc violence physique, violence psychologique, intimidation, et surtout, fait remarquable, c'est quand même qu'on leur limite l'accès à la connaissance et à la lecture. On ne veut pas qu'ils apprennent à écrire, on ne veut pas qu'ils apprennent à lire, parce qu'on sait très bien que c'est lire ou mourir. On sait très bien qu'à travers la lecture et l'écriture, tu accèdes à la connaissance. Bon, heureusement, il s'en est affranchi et
par la force et le courage et la détermination, il a réussi à passer outre et il est devenu ce qu'il est. Donc voilà. Très bien, merci. Alors, en effet, il y a ces handicaps, mais il y en a aussi d'autres, comme le fait qu'il n'a jamais réellement su quelle était sa date de naissance. Donc, quand on est dans un monde aussi cruel et qu'on ne connaît même pas sa date de naissance, c'est quelque chose de compliqué en fait, puisque on a du mal à se repérer à travers l'espace-temps. Et quand on est dans le temps, en fait, on souffre. Et dans ce livre, on parle également de comment vivaient les enfants. Donc, les enfants avaient très peu de nourriture, puisqu'ils ne travaillaient pas. Ils avaient très peu d'habits. Et leur loisir, comme Frédéric Douglass le dit, était aujourd'hui considéré comme ce qui peut être également de l'esclavage. Mais pour lui, aller récupérer les animaux morts dans la forêt, c'était une activité très spéciale. Donc, je vois déjà un enfant qui souffre beaucoup et c'est vrai que c'est partir dans ce monde, commencer dans ce monde plutôt avec ce genre de traumatisme. Voilà, ça, déjà d'entrée de jeu dans ce livre, on comprend que c'est quelqu'un qui va souffrir tout au long de sa vie. Très bien, merci. Quelle est ta question, Herman? Quel est l'enseignement que tu as pu tirer de son œuvre concernant cette entreprise qu'on appelle l'esclavage? Quand on lit son œuvre, on se rend compte que ceux qui doutent, ou ceux qui ont douté que l'esclavage était un crime contre l'humanité, sont complètement fous. C'est-à-dire qu'il raconte précisément, pour rebondir sur ce que tu disais, les sévices auxquels il assiste sur des proches. Il explique aussi qu'il est dépossédé de tout, de sa vie familiale, d'un cadre aimant, d'un cadre structurant sa pensée, qui doit tout conquérir en fait, qu'on ne lui donne pas l'occasion d'avoir. Tout ce qu'il va obtenir, c'est de la conquête. Et tu te rends compte qu'en fait, au travers de l'esclavage, on enlève la capacité d'exister en fonction de sa volonté à un individu. Le maître régit tout, régit la vie intime, régit les déplacements, régit les moments où tu manges, les moments où tu dors. Tout est conditionné, tout est barricadé par le maître et c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est pour ça que de temps en temps, quand on entend des personnes remettre en cause l'esclavage d'un côté ou la colonisation de l'autre et dire que c'était pas des crimes contre l'humanité et qu'on était sur des rixes ou des malentendus, je me dis ces gens sont fous. Ou que d'aucuns peuvent dire ensuite qu'il y a eu des vertus. Il y a des personnes qui ont osé dire qu'il y a eu des vertus à l'esclavage et des vertus à la colonisation. Moi, je les cherche. J'enchaîne les lectures et je n'ai pas commencé il y a 3 jours. Je ne vois pas une seule vertu à déposséder un homme ou une femme de son humanité, à le réduire à un statut de bête de somme, de travailleur forcé, à lui enlever son prénom, à lui enlever sa spiritualité, à le couper de ses racines. Je ne vois pas où est la vertu dans tout ça. Pour le bénéficiaire. Économiquement, il en a tiré un grand profit. Oui, oui, bien sûr. Non, mais que le bourreau en tire profit, ça c'est normal. Mais quand je parle de vertu, je parle de volonté d'apporter du bien à l'autre. On a des personnes qui disent que il y a eu du bon dans tout ça. Effectivement, c'est l'un des aspects traités au milieu du livre. Moi, ce que je retiens aussi, en plus de tout ce que vous avez évoqué, concernant la description que Frédéric Douglass livre de l'esclavage, c'est le portrait du maître. C'est qu'il a la grandeur d'âme, un peu à l'image d'un Mandela, de déracialiser le maître. Il explique que ce n'est pas le dit blanc qui a fait l'esclavage, c'est plutôt l'esclavage dans sa nécessité économique et psychologique d'installer la peur et par le biais de la cruauté, qui a déshumanisé le maître. C'est-à-dire que si le maître a été aussi cruel, aussi barbare, c'est par nécessité, c'est ce qu'il explique. Et le savoir permet à la jeune génération éventuellement de se protéger contre un sentiment de haine et de colère qui pourrait surgir sur le terrain de la racialisation.
C'est-à-dire que quand on comprend cela, on se dit, ah, c'est un mécanisme qui est psychologique plus que racial, même si la justification a été après raciale pour l'étaler sur une durée en mettant en avant le prétendument malédiction et avec l'aval de l'Église. Moi, c'est ce que j'avais retenu. Et deuxième aspect du livre qui me semble important, c'est sur le poids de la religion. Il fait le procès, je pèse mes mots, il fait limite le procès de Dieu dans le livre, en tout cas à un moment. Parce qu'il demande, il dit, mais attendez, ce Dieu bon qui est censé être un et pour tout le monde, où est-il pour penser ou pour nos plaies, nos douleurs? Comment accepte-t-il qu'une telle entreprise puisse perdurer? Quel est votre regard là-dessus? Il a un rapport à la foi qui est très critique. C'est-à-dire qu'il interroge la puissance de Dieu. Il se demande pourquoi Dieu serait éventuellement bon avec les blancs et pas avec les noirs. Et il se demande si ce n'est pas une manipulation pour dominer les esprits des noirs. Il est très critique à l'endroit aussi des pasteurs, du corps clérical, qui en fait sont des outils de domination au service du capital et marchent main dans la main dans une optique de domination de la race noire, si cette expression est encore acceptable aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, elle l'était. Et il dénonce ces hypocrisies, il dénonce surtout le fait qu'on ait instrumentalisé la religion pour mieux asservir et pour mieux culpabiliser l'homme noir. Quand on parle de malédiction de Cham, quand on parle du fait qu'il faut devenir chrétien pour se rapprocher de Dieu, et du coup en devenant chrétien on renie son africanité, on renie son histoire, on renie son parcours existentiel, parce que en devenant chrétien, c'est-à-dire que tu rejettes tes ancêtres. En rejetant tes ancêtres, tu rejettes la terre-mère. En rejetant la terre-mère, tu rejettes la bénédiction que tu aurais dû avoir. Donc tu te retrouves dans une sorte de no man's land. Tu n'es pas totalement chrétien, parce qu'en réalité, c'est par peur que tu adhères, que plus que par adhésion. Et tu n'es plus non plus africain comme tu l'étais auparavant, puisqu'on t'interdit d'exprimer ton africanité. On t'enlève l'utilisation de ta langue, on t'enlève l'utilisation des danses, on t'enlève l'utilisation des instruments de musique. Donc tu te retrouves assimilé manu militari et complètement dépourvu de la beauté qui fait la force de ta culture par des gens qui prônent l'amour, par des gens qui parlent d'amour du prochain, mais qui en réalité pratiquent barbarie, viol, massacre de masse, déportation. Donc ouais, quand Douglas il prend le temps de questionner un peu tout ça, c'est pertinent. Et en plus, il le fait avec beaucoup de distance. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas avec du ressentiment, avec une détestation du blanc. Il questionne juste la mécanique religieuse et les impasses dans lesquelles elle plonge l'homme noir. En parlant de questionnement, je lis, l'univers est-il gouverné par un Dieu juste et bon? Et pourquoi donc tient-il la foudre dans sa main droite, si ce n'est pour frapper l'oppresseur et libérer les victimes des mains de leurs bourreaux? Voilà la question qu'il pose et qu'il interpelle et à laquelle il n'apporte pas de réponse, comme tu dis, empreinte de ressentiment, qui viserait à balayer l'idée du Dieu auquel se réclament les chrétiens. Oui, questionnement tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Et lui, il a eu l'objectivité dans son jugement, comme le disait Mbeko, de ne pas tout mélanger, de ne pas essentialiser, même si l'incroyant que je suis sait que la religion, notamment chrétienne, a été le cheval de Troie de la colonisation, de l'esclavage, etc. Et que par ce biais-là, la frontière est très ténue entre le Dieu blanc qu'on m'a apporté ou le Dieu des Blancs et c'est lui qui apporte, qui apporte la lumière, qui nous apporte un éclairage. En fait, c'est venu par ce chemin-là. Et ça a été le cheval de Troie, l'outil de domination finalement. Donc il se pose ce questionnement-là, même si on sait qu'il a eu une proximité notamment avec certains pasteurs, que lui-même aussi a eu des prêchis-prêchats de temps en temps, etc. Je pense qu'à ce niveau-là, il a plus développé son instinct d'orateur et ses capacités, ses talents d'orateur et ses vertus tribuniciennes
que vraiment convaincu par la pensée religieuse et la pensée chrétienne. Maintenant, la question est posée, la réponse, chacun a la sienne en réalité. Moi, j'ai la mienne. Et moi, je considère que les choses ne sont pas comme on nous les présente, comme elles sont présentées, en tout cas à travers la Bible, notamment à travers la religion chrétienne. Qui, moi, je considère, enfin, d'une part, je n'ai jamais compris ce désir quasi pornographique qu'a l'être humain de se sentir soudain pénétré par un être plus large que lui. Désir pornographique Oui. Quasi jouissif et pornographique, de se sentir, oui, comme ça, pénétré par un être. Donc, il y a cette Attends, quête. je m'en remets. Cette phrase est d'une violence tellement inouïe. Je te laisse la digérer. Ouais, désir pornographique pour un croyant. Les croyants sont animés d'un désir pornographique lorsqu'ils pensent à Dieu. Là, tu généralises. C'est ce que tu viens de dire. Non, pas du tout. Ok. J'ai mal dit compris, alors. une volonté de se sentir habité par un être plus grand que soi. Et ça relève d'un désir pornographique. Quasi. Ok. Quasi pornographique. Absolument. Très bien. Je peux dire jouissif si tu préfères, mais en tout cas, il y a cette C'est déjà un dimension-là. peu mieux. Si tu préfères, alors pour te faire plaisir. Non, mais tu dis ce que tu veux. Non, Tu es mais libre. pour revenir à ce que je disais, effectivement, d'une part, il y a ça. Et là où je considère que l'esclave, notamment du fait d'être noir, donc son appartenance raciale, qui n'est pas de son fait, évidemment, qui est du fait du créateur, prétendu créateur, subit des sévices, une domination, justement, à cause de cette race-là. Et la question que Frédéric Douglass se pose, c'est à quel moment une justice est établie, notamment à son bénéfice. À quel moment il y a une équité, la fameuse paradis. équité. Comment? Au paradis. Donc faut attendre de trépasser pour. Il faut attendre l'au-delà pour avoir droit à la justice de Dieu. Alors j'ai toujours considéré que ça c'était pour moi un discours d'affaiblissement. Ok. Un discours d'affaiblissement parce que, encore une fois, l'esclave, on lui apprend à tendre la deuxième joue, comme celui qui est né à Bethléem, comme dirait l'autre. On lui apprend à pardonner son bourreau, là où le bourreau continue de perpétrer ses forfaits sans être inquiété, y compris par l'être suprême. Quand tu dis on lui apprend, qui lui apprend? Ce qui lui apporte la religion. Ok, mais le texte de religion lui-même. Le texte de religion aussi. Mais pourtant, c'est ce Profondément. texte qu'utilisent les autres. Donc, le il- même texte apprend une chose et son contraire selon Alors, les lecteurs. non, justement. Ok. Qu'est-ce qu'il apprend le texte? Ceux qui l'utilisent savent comment s'en servir. Ça, jusqu'ici, on est d'accord. Voilà, ils savent comment s'en servir et ceux qui reçoivent le message et ceux qui reçoivent le texte n'ont pas la même appréhension parce que eux ils le prennent entièrement. Parce qu'encore une fois, Mbeko le disait, ceux qui appliquent, notamment l'esclavagiste, ils ne respectent pas à la lettre ce texte biblique. Au contraire, c'est l'esclave à qui on impose, comme je le disais, de respecter, de se soumettre, de tendre la joue, de donner son deuxième manteau, etc. L'esclave qui n'a pas accès au texte biblique, tu veux dire. Enfin, alors, qu'il n'y a pas accès parce que n'ayant pas accès à la lecture, mais pour autant, même en y ayant accès aujourd'hui, on parle du monde actuel, je considère que rien n'a changé. Ok. Et c'est là même le travers justement des textes sacrés, mais je ne vais pas continuer de blasphémer ici, c'est qu'ils ne se mettent pas à jour. Ok. Donc les afros aujourd'hui qui jurent ou qui puisent de la spiritualité, une certaine sagesse, par exemple dans la Bible ou dans le Coran, tu considères que ce sont des esclaves? Je considère qu'ils n'ont pas compris la dimension de soumission qui est intégrée dans ce texte. Ok. Et cette volonté. D'accord. Donc Malcolm X, Mohamed Ali étaient des esclaves. Alors, tu me choisis des cas sur lesquels on peut avoir matière à discussion, mais j'y viens. J'ai une énorme admiration pour toutes ces figures, y compris même les contemporains. Mais là où moi, il y a une limite entre eux et moi, c'est l'incompréhension, pour l'incroyant que je suis, l'incompréhension de cette dimension religieuse, de cette soumission à un être qui ne règle pas tes problèmes, qui ne t'apporte pas des solutions aux problèmes que tu lui soumets et qui n'est pas à la hauteur des engagements qu'il prend. D'accord. Donc ils sont esclaves à Dieu ou esclaves à d'autres? Ils sont esclaves des manipulateurs qui Ok. apportent ce message-là et qui s'en servent. Parce qu'encore une fois, on parle du texte, mais le texte, et on est dans un lieu pour le démontrer ici, il peut être sujet à de multiples interprétations. Et on joue là-dessus, en fait, sur l'interprétation. Donc il y a le texte et il y a l'esprit du texte. Et personne n'ayant le monopole de l'esprit du texte, Et c'est libre à chacun. c'est libre à chacun d'interpréter et de s'en servir, Surtout dans le protestantisme qui n'a pas de clergé. entre autres. Judith,
Alors franchement, je pense qu'ils ont un peu tout résumé. En tout cas, c'est très normal, je dirais, pour ces esclaves de réfléchir sur la religion. Pourquoi on nous force à adhérer à quelque chose qu'on ne connaît pas? Et quels sont les avantages de cette chose? Est-ce que ça ne justifie pas les coups de fouet, les maltraitances physiques et psychologiques? Donc, après maintenant, la religion, c'est un grand débat, puisque aujourd'hui, on peut voir comment ça fait partie de notre culture, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que cette partie est très, quand même, marquante. Très bien. Dans le livre. Et est-ce que tu partages le regard de Mac concernant l'idée que l'afro aujourd'hui qui se réclame de l'islam ou du christianisme ou du judaïsme serait un esclave? Toi, tu veux que je fasse mon cabinet, toi? Non, mais plaisanterie mise à part. Moi, j'ai pas de... En fait, j'ai pas d'avis arrêté sur un homme ou une femme majeur ou même mineur qui décide sciemment en connaissance de cause d'adhérer à une religion dite révélée. Je n'ai pas d'avis là-dessus parce que c'est un cheminement qui est personnel. Par contre, j'ai un avis sur la progression de ces religions dites révélées dans le monde noir qui, pour beaucoup d'épisodes, pas tous, mais pour beaucoup d'épisodes, s'accompagnent de violences, de massacres, de pillages, de viols, d'atrocités qui ont été commises sur les Noirs, que ce soit dans le monde arabo-musulman, que ce soit dans le monde européen avec la traite transatlantique, ou soit même pendant la colonisation sur le continent africain. Je ne dis pas que toutes les personnes qui adhèrent au christianisme ou qui adhèrent à l'islam sont des personnes qui sont des esclaves ou des personnes qui n'ont pas d'esprit critique. C'est pas ce que je dis. Je dis que ces religions, ces mouvements, se sont pour beaucoup diffusés, développés dans la souffrance, dans le massacre, dans le viol et dans le pillage. Ça, c'est important de le dire. Et là, on est sur une dimension historique. Moi, je fais toujours la différence entre une dimension historique et une dimension personnelle. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un jeune homme qui est chrétien et qui dit que la Bible me fait du bien, lire cet ouvrage me fait grandir et me rapproche du divin, qui suis-je pour le discréditer sur l'appartenance qui est la sienne et sur l'esprit critique qui est le sien? Qui suis-je? Pareil pour un musulman, pareil pour un juif. Genre moi, par exemple... Donc il ne fait pas un affront à ses ancêtres? Non, pour moi, l'africanité. Pour moi, l'affront à ses ancêtres, c'est quand tu n'as pas pris le temps de réfléchir à ce que tu fais. Parce que tes ancêtres sont tes ancêtres. Par définition, c'est ton passé. Libre à toi, après, dans ton présent, de faire des choix qui soient contraires à tes ancêtres ou qui soient dans la continuité de tes ancêtres. Tu n'as pas une dette à leur endroit si tu n'as pas décidé d'en avoir une. Donc c'est pour ça que je dis que le plus important, c'est de faire des choix en connaissance de cause. Si tu sais que ce texte religieux est apparu dans ta famille, dans ton histoire, de façon douloureuse, mais que tu estimes que malgré la douleur dans laquelle ce texte est apparu, tu t'y retrouves humainement parlant, spirituellement parlant, bah, grand bien te fasse. Parce que le but, c'est pas de dire on rejette tout parce que c'était arrivé dans des situations désastreuses. Le discernement voudrait que on puisse utiliser un outil aujourd'hui et qu'on tire le meilleur de cet outil. Ça, c'est l'argument que beaucoup anti-religieux ont révélé mettre en avant. Tu le sais, selon laquelle, à partir du moment où c'est arrivé par la violence, c'est que bon, ce n'est pas légitime et il faut absolument s'en détacher. Mais moi, la question que je me pose, c'est que ça arrive par la douceur, ça arrive par la violence. Est-ce qu'il y a de la pertinence dans ce texte ou pas? S'il y a de la pertinence, comment t'en tires profit? Après les circonstances d'arrivée, que tu naisses normalement par césarienne, t'es là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on construit? Donc après, il y en a qui vont rejeter, libre à eux, ils ont le droit. Mais moi, personnellement, je ne suis ni chrétien, ni musulman, ni juif. Pourtant, j'ai ces textes qui sont chez moi. Je travaille régulièrement sur ces textes parce qu'il y a des paraboles, parce qu'il y a des expressions, parce qu'il y a des histoires, parce que c'est de la culture générale et que c'est des choses qui me passionnent. Tu es croyant?
Je crois en Dieu. Ok. Je crois en Dieu, mais je ne souscris à aucune religion dite révélée. Ok. Mais pour autant, ce sont des sources de savoir, de sagesse, d'enseignement. J'estime, quand tu interagis avec des musulmans, des chrétiens, des juifs, que pour les comprendre, il faut pouvoir les analyser. Les analyser au niveau de leur comportement, mais analyser leur texte. Essayer de comprendre qu'est-ce qui nourrit leur foi et qu'est-ce qui nourrit leur comportement au quotidien. Et moi, cette curiosité, je l'ai toujours eue. D'accord. Je l'ai toujours eue. Et c'est pour ça que je ne rejette pas comme ça, de manière un peu brutale, les religions dites révélées. Et que je prends le temps, bien que n'y souscrivant pas, de les analyser et de comprendre comment elles ont pu se développer, déjà en interne et après à l'échelle de la planète, pour mieux comprendre les rapports de force d'aujourd'hui. En parlant de rapport de force, n'as-tu pas eu à faire œuvre de force au sein de ton cadre familial, si tant est que celui-ci ait été baigné et sculpté autour de la religion révélée, comme c'est le cas dans beaucoup de nos foyers afro? Non, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère elle est chrétienne, mes parents sont d'obédience chrétienne. J'allais à l'église quand j'étais plus jeune. Et après j'ai commencé à me détacher de tout ça. J'en ai parlé avec ma mère assez librement. D'accord. Elle a culpabilisé au début parce qu'elle pensait qu'elle avait loupé quelque chose. Après elle a compris ma position. Elle a vu que j'ai développé un esprit critique, D'accord. que j'ai développé une certaine distanciation sans pour autant diaboliser les membres de la famille. Donc ça l'a rassurée. En fait, ce que bien souvent les parents redoutent, c'est que va-t-il devenir maintenant qu'il appartient plus à cette obédience, qui peut-être va adhérer à une autre. Comment va se passer la transition? Moi j'ai rassuré ma mère, je lui ai dit que je quittais une chapelle, c'est pas pour en embrasser une autre. Donc ça l'a rassurée. Ensuite j'ai pris le temps de développer l'esprit critique que j'essaye d'avoir au quotidien. Ok, très bien, merci. À moins que quelqu'un souhaite rajouter un élément sur le poids de la religion et l'esclavage. Bah, j'ai eu le même cheminement que Mbeko aussi, hein, dans ma famille, et tout pareil, j'ai annoncé à ma mère, etc. À la seule différence que la mienne n'a pas eu la nuance, et je t'embrasse maman, de se dire, pour elle c'est binaire, soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au diable. Donc le fait de détacher et de quitter une religion, pour elle, ou une forme de croyance d'ailleurs, pour elle, c'est que forcément tu vas rejoindre l'autre camp, parce que bien souvent, dans certaines religions, peut-être je ne les connais pas toutes, hein, il y a cette vision binaire de l'appartenance et de la non-appartenance. Et tu comprends ce raisonnement ou pas? Je ne le comprends pas. Dans mon paradigme à moi, je ne le comprends pas. Dans le leur, oui, forcément, parce qu'on leur a présenté deux forces, une force positive et une force négative, avec une binarité, alors qu'on sait qu'il y a énormément de nuances, bien plus que 50. On sait, tu sais. Mais Je pense. Pas les milliards de croyances. Je pense. Ok, très bien, merci. Tu souhaiterais rajouter un élément là-dessus? Sujet Bon. sensible, s'il en est. Je peux apporter mon témoignage Ah oui. rapidement. Avec plaisir. Alors, en ce qui me concerne, j'ai également grandi dans une famille chrétienne. Très rapidement, je me suis rendu compte que cette religion me frustrait un peu, et par rapport à son histoire, etc. Donc, j'ai demandé à mes parents de me laisser visiter les autres religions. Donc, j'ai visité la salle, j'étais à la salle comme les témoins de Jéhovah, j'ai été chez les Mormons, j'ai été chez les catholiques. Ils m'ont autorisé à faire tout ce que je voulais. Et à la fin, je me suis dit, non, en fait, c'est la même chose. Et j'ai préféré me concentrer tout simplement. Alors là, je vous parle de mes, on va dire, j'avais 13 ans quand j'ai pris la décision d'abandonner la religion. Ok. Et, En abandonnant Dieu au passage, ou tu as distingué non, les deux? je crois en Dieu. Mais je pense que la religion, ça reste quand même une arme politique et une arme de domination, telle qu'elle soit d'ailleurs, et de domination sur tout le monde, tout simplement. D'accord. Donc, j'ai préféré m'en éloigner, mais je n'ai pas de haine pour les religions. Et qu'entends-tu, pour être sûr qu'on te comprenne bien, par arme de domination pour tout le monde, pour tous les peuples? Alors, il y a une chose que j'aime bien dire, c'est heureusement que la religion existe, parce que c'est grâce à la religion que certaines personnes sont bons. Donc, je dirais que c'est une sorte de loi, puisque bon, dans toutes les sociétés, il y a des lois. Maintenant, certaines personnes ne croient pas en la loi, ne croient pas en la politique, et la religion, c'est une arme un peu plus puissante, puisque en fait,
il y a cette chose du paradis et de l'enfer. Et étant donné que, en tout cas à ma connaissance, personne n'est allé au paradis et personne n'y est revenu, donc les personnes sont tout simplement, en tout cas les personnes qui croient au paradis et à l'enfer, les personnes sont obligées de croire en la religion pour pouvoir vivre, pour pouvoir espérer, tout simplement. Quelque part, c'est une domination positive, utile pour la paix sociale et l'ordre commun, si on suit ton propos. Il y a quand même beaucoup de lois de sagesse, on va dire, dans les livres religieux, ça c'est vrai, mais n'empêche que ça reste des lois, donc on en fait ce qu'on veut. Ok, très bien, mais merci. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été longtemps athée, voire même nietzschéen. J'étais convaincu que seule la volonté déterminait le destin de l'homme, et notamment après avoir été témoin d'un racket dans une ville voisine de chez moi, à savoir Grigny. J'avais 14 ans, mon meilleur ami se faisait racketter sous mes yeux, je suis resté tétanisé. On est rentré chez nous, rien ne s'est passé. De là, j'en ai déduit que la vraie justice est celle que l'homme s'imposait à lui-même par sa force. C'est comme ça que j'ai basculé dans l'athéisme le plus féroce, à tutoyer l'ultra-violence. Et il a fallu que je frôle le meurtre et je passe par la case prison avant d'être heurté par certaines évidences, des expériences de vie qui, moi, m'ont permis de comprendre, à mon niveau en tout cas, que Dieu existait et que rien n'était plus puissant que lui. Et à partir de là, je suis rentré d'abord dans la foi et ensuite, après, pour ce qui est de ma judéité, c'est venu bien des années plus tard. Donc moi, ma rencontre avec Dieu, elle a été factuelle devant des évidences et non pas par transmission ou par héritage familial. Bon. Voilà, J'espère qu'on aura un épisode consacré aux religions. Ah, mais mes livres, en fait, tous mes livres tournent autour entre autres, de ma foi, donc c'est un secret pour personne, pour qui m'a lu. Maintenant, on va revenir sur Frédéric Douglass et l'un de ses enseignements majeurs que vous avez abordés les uns les autres de manière un peu succincte. Là, on va un peu davantage s'y étaler. Sa découverte de la liberté en découvrant la lecture. Je lis le fameux passage où son maître s'empresse d'interdire à sa maîtresse qu'elle doit arrêter de lui transmettre cet accès-là. Et de là, il lui dit si tu apprends à lire à ce nègre, rien ne pourra plus le retenir. Plus jamais il ne pourra être un bon esclave. On ne pourrait plus le contrôler et il ne serait plus d'aucune valeur pour son maître. Quant à lui, l'éducation ne lui ferait aucun bien et ne pourrait lui apporter que beaucoup de souffrance. Ces mots tombèrent lourdement sur mon cœur, où ils éveillèrent des sentiments qui y dormaient et donnèrent vie à de toutes nouvelles pensées. C'était une révélation toute particulière qui expliquait des choses restées sombres et des mystères qu'en vain mon cerveau d'enfant avait cherché à percer. Je comprenais à présent ce qui avait jusqu'alors été pour moi un troublant problème, le pouvoir de l'homme blanc de maintenir l'homme noir en esclavage. Dès lors, je connus le chemin qui pourrait me conduire de l'esclavage à la liberté. C'était exactement ce dont j'avais besoin et je l'obtenais au moment où je m'y attendais le moins. J'étais certes désolé à la pensée de devoir me passer de l'aide de ma bonne maîtresse, mais je me réjouissais du riche enseignement que mon maître m'avait involontairement donné. Je savais qu'il serait difficile d'apprendre sans professeur, mais je me mis au travail, rempli d'espoir et avec un but bien précis et immuable, apprendre à lire à tout prix. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable, c'est impressionnant. Un message universel que beaucoup de jeunes issus de notre communauté en particulier, issus des classes populaires au sens large, devraient apprendre par cœur afin de comprendre le vrai sens de la liberté. C'est moins en lien avec des coups de fouet qu'avec un rapport à l'ignorance. Donc comment vous avez lu ou reçu ce passage? Moi, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque sur ce passage-là. C'est impressionnant de courage et de détermination. On parle d'un homme qui a été conduit par la curiosité, parce que c'est quand même la curiosité qui l'y emmène. Sa curiosité le conduit à avoir le pouvoir qu'a celui qui en exerce un sur lui. Il se dit, mais c'est par ce chemin-là, en fait. Enfin, déjà, il est surpris de voir qu'il est parmi les seuls, donc un des rares. Il y va.
Et on ne parle pas d'études universitaires, on ne parle pas du système éducatif classique, etc. On parle de quelqu'un qui s'est auto-formé, un autodidacte. Et il faut le faire. Parce qu'il y en a, en France, on sait que l'enseignement, quand tu es mineur, c'est obligatoire. Et encore, il faut forcer les gens pour y aller, les enfants en l'occurrence. Donc il y va, il se forme de la bonne manière surtout. Et il apprend aussi bien sur le terrain de l'écrit, comme disait Mbeko tout à l'heure, sur le terrain de l'écrit, sur le terrain de la lecture, mais au-delà. Il nourrit son âme pour aiguiser sa parole. En plus, on sait que c'était un brillant orateur dans le sens où, en plus d'être juste pertinent, il y avait de l'humour, c'était un ensemble de tout. Et ça part quand même d'une véritable volonté. Je peux faire le parallèle avec un contemporain à nous qui n'a jamais fait d'études universitaires, qui est pourtant un brillant orateur. Je parle là de Kémy Séba. C'est l'équivalent, c'est l'exemple aussi de la détermination, et d'ailleurs la preuve que le déterminisme n'existe pas. Et dans un mouvement ambiant là aujourd'hui où on se victimise, on m'a regardé de travers, on m'a fait ci, on parle de quelqu'un qui n'a pas vécu avec sa mère, qui n'a pas connu son père, qui ne connaît même pas sa date de naissance, qui vit des sévices, etc., qui surmonte et surpasse tout cela pour en arriver à devenir un homme instruit, érudit et brillant. Et je pense même, je le soupçonne d'avoir fait une telle preuve de jugeote qu'avec la connaissance, arrivé là où il arrive finalement au sommet, enfin au sommet en tout cas, au sommet de sa gloire et à l'apogée de sa carrière à lui, il sait faire la différence. Il n'essentialise pas. Il ne se dit pas c'est les blancs, la preuve c'est qu'il a été abolitionniste avec des blancs. Il a bien compris que c'était, bien sûr qu'il y a une dimension raciale, évidemment il y a une dimension racialiste même dans l'esclavage. Pour autant, grâce à sa connaissance, il a su faire la part des choses. Pour moi, c'est l'enseignement fondamental et angulaire. D'un point de vue émotionnel, je l'ai vraiment vécu dans ma chair. J'ai essayé de me mettre à sa place. Et c'est là que son récit est intéressant. Enfin, c'est une autobiographie, mais c'est surtout raconté à la première personne. Donc on vit avec lui, on traverse avec lui ces émotions-là. Impressionnant. Impressionnant. Merci. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en effet, il découvre le pouvoir de la lecture et de l'écriture. Et malgré le fait que... Alors, il est né dans un contexte où il n'a pas le droit de lire ni d'écrire. Il rencontre une femme qui est du coup sa maîtresse, qui va lui enseigner les lettres de l'alphabet, etc. Et il prend la décision, quand il se rend compte de ce pouvoir, de continuer son parcours d'apprentissage, et il va utiliser plein de ruses dans tout le livre pour apprendre à lire. Et c'est marquant parce que c'est la preuve on le sait déjà, mais c'est la preuve qu'il est très intelligent. Il y a un moment dans le livre où il dit qu'il rencontre des enfants, et ce sont des enfants blancs qui savent lire, qui savent écrire, et il décide de faire des petits jeux, de les piéger d'une certaine façon pour qu'eux, ils puissent transmettre tout simplement cette passion et ce pouvoir. Savoir, sans s'en apercevoir. Voilà, donc c'est la preuve qu'il était bien plus rusé que ses enfants. Et le livre s'appelle aussi, du coup, Écrite par lui-même, qui est également une preuve de son intelligence, puisque à l'époque, il me semble bien que la plupart des personnes ne pensaient pas que c'était un ancien esclave qui fut libéré, etc. Tout le monde était persuadé qu'il était tout simplement né libre. Et quand il a sorti ce livre, quand il l'a écrit, il est obligé de préciser « écrit par lui-même » pour justifier qu'il a terminé son processus d'apprentissage. Et c'est quelque chose de quand même très fort, vu le contexte historique. Très bien, merci. Quelle est ton Que interrogation? t'a inspiré ce passage où Frédéric Douglass révèle que ce qui caractérise la frontière entre l'esclavage et la liberté, ce n'est pas une dimension économique, religieuse, raciale, c'est plutôt une dimension psychologique, et tout particulièrement le rapport entre l'accès à la lecture et le non-accès à la lecture. Moi, j'étais très ému la première fois que j'ai lu ça. J'étais très ému parce que j'étais à un moment de ma vie où je commençais à me construire. Je savais que j'allais
faire des études assez longues, que je voulais devenir avocat. Et le fait d'avoir un exemple, un modèle comme Frédéric Douglass, toutes les excuses que je pouvais mettre sur ma route, je les écartais. Je me disais, mais lui, à la base, il est considéré comme un bien meuble, il n'a pas accès à l'éducation, il n'a pas connu son père, il est dans une famille dysfonctionnelle due à l'esclavage, et malgré tous les obstacles qui étaient sur sa route, il a réussi à devenir une personnalité publique, un intellectuel, un écrivain. Pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc ça a été une source d'inspiration et une source de moteur. À chaque fois que j'ai failli renoncer, à chaque fois que j'ai été découragé, ça a été un peu mon jus de gingembre. Il m'a redonné du jus direct. Il m'a redonné du jus direct. Ça a été mon bissap gingembré, tu vois. Donc Frédéric Douglass, pour moi, ça a été une vraie bénédiction. Je souhaite vraiment qu'il y ait un maximum de jeunes, de moins jeunes, de femmes et d'hommes, et peu importe la couleur de peau, parce que là, on est sur une volonté de puissance qui est vraiment universelle, de s'extraire de sa condition. Et il n'y a pas plus basse condition que celle d'esclave, parce que c'est en dessous de pauvre. Parce que tu peux être pauvre et tu as accès à un minimum. Là, tu es esclave, tu n'as droit à rien. Et le maître a un droit de vie ou de mort sur toi. Donc on est sur une condition sociale beaucoup plus défavorable que celle de la pauvreté. Et malgré tout, il a réussi. Il a réussi. Après, là où je mets un peu de nuance, c'est que il a quand même bénéficié d'une certaine mansuétude, notamment de son maître à un moment donné, qui lui a laissé un peu plus de temps et d'espace pour développer cette curiosité littéraire et scripturale. Donc c'est important de le prendre en considération, parce qu'il faut toujours un peu nuancer les récits et les parcours des uns et des autres. Mais en tout cas, ce qui est certain, pour faire un parallèle avec l'actualité, pour faire un parallèle avec aujourd'hui, que bon nombre de jeunes, bon nombre de personnes qui sont en manque de repères, en manque de structure forte, en manque de personnalité inspirante, doivent s'inspirer justement de Frédéric Douglass. Et si vous pouviez impressionner vos interlocuteurs, tant par la finesse de vos raisonnements que par la puissance de vos arguments. Je suis venu vous livrer une méthode 5 étoiles qui va vous permettre d'acquérir cette compétence, qui vous permettra de structurer vos idées avec clarté et précision. Elle vous permettra également d'argumenter avec persuasion et conviction. Inscrivez-vous dès maintenant si vous êtes déterminé à transformer votre vie en prenant enfin possession de vos pleines capacités intellectuelles. Exactement, et moi je me permets juste de rajouter qu'à travers ce passage, il explique que une leçon que tout jeune, tout moins jeune doit avoir en tête, mais surtout les jeunes, qui ne sont pas encore des fers forgés, que le remède absolu contre la victimisation, c'est la lecture. Dès lors qu'on accède, et qu'on a conscience d'abord de l'importance de la lecture et qu'on y accède, on ne peut plus être dans un regard ou dans une dimension passive à l'égard de l'extérieur. J'en veux pour preuve, et dans le prolongement de l'ouvrage, il le met en lumière, une fois qu'il s'est investi dans cette dynamique d'apprentissage et d'élévation, il n'avait même plus la même attitude face à son maître, c'est-à-dire qu'il lui tenait tête. Donc c'est pour dire que la connaissance donne accès, la lecture donne accès à la lumière, mais également à une forme de virilité, à une forme de « je te tiens tête, je ne me résigne plus à être ton bien meuble, à être ton inférieur », du fait que dans ma tête, je ne suis plus cet être, je suis au minima ton égal. Voilà la vertu de la lecture que Frédéric Douglass a très bien su décrire et comment on ne pourra jamais le remercier assez de ces quelques lignes. Ça permet, nous, après, de nous réfugier derrière cet argumentaire du fait que parfois, on nous taxe de vouloir jouer au blanc ou au white dès lors qu'on met en avant la lecture qui est une activité, a priori, qui s'inscrit en faux contre la culture de l'oralité propre à certaines de nos contrées. Après, je pense que toute personne qui va te taxer de blanc ou de white, c'est une personne qui, en réalité, ne lit pas et à qui tu renvoies cette improductivité sur le terrain littéraire. C'est pas quelqu'un qui fait des études qui va te traiter de white. C'est pas quelqu'un qui a un cabinet qui fonctionne dans le médical ou dans le paramédical qui va dire que tu es un white. Parce que cette personne, pour avoir ce qu'elle a, elle a dû passer par les études.
C'est toujours quelqu'un qui n'a pas, qui est en dessous de toi, qui va être vexé parce que tu as une aisance vestimentaire ou une aisance sur le terrain de l'oralité ou une aisance sur le terrain de l'écriture que lui n'a pas ou aimerait avoir. Du coup, à travers ta réussite, la personne voit son propre échec. Donc forcément, il va te renvoyer à une invective en disant t'es un blanc, tu te prends pour un bounty parce que je ne suis pas ce que tu es. On est toujours critiqué par des gens qui sont en dessous de nous. Alors, il y a cet aspect, et puis il y a l'autre aspect culturel, parce que certains se réfugient, pas uniquement dans la dimension sociale, comme tu dis, de frustration, il y a aussi la dimension culturelle. Oh, chez nous, c'est la tradition orale qui Exactement. prime. C'est le même inculte, mais c'est le même inculte parce que celui qui va te dire chez nous c'est la tradition orale qui prime, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Quand tu as fait des études, tu découvres que dans les royaumes africains, dans tous les royaumes africains, il y avait des écrits, L'écriture. il y avait des transmissions entre les initiés. Donc quand tu as eu l'occasion de lire, de voyager, de discuter avec des sachants, tu ne veux pas dire, sous couvert de l'oralité de nos peuples, que l'écriture est secondaire, que ce n'est pas important. Donc c'est encore la phrase d'un inculte. C'est bien de le dire. Évidemment. C'est bien de le rappeler. oui, Bah, C'est bien de le rappeler. les Phéniciens, avant que les Phéniciens n'inventent l'alphabet français, on a eu le mandombe notamment au Congo. Il y a eu différentes et diverses, une diversité d'écritures qui ont été invisibilisées volontairement. Un autre fait que j'allais relever aussi, c'est le fait que Frédéric Douglass aussi a été, en tout cas, il y a eu des tentatives de le discréditer en lui déniant sa qualité d'esclave, en disant oui, mais lui, c'est pas un esclave des champs, parce que c'est un instruit, etc. Donc on tentait. Alors, On lui a fait le procès du nègre de maison. on lui fait exactement le procès du nègre de maison, alors que bien au contraire, il a subi plus de sévices au sein de la maison du maître. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas le seul fait du nègre de maison, hein, évidemment, et que certains incultes, certains débiles, Frustré. voilà, vont toujours tenter de te dénier ta qualité ou tes compétences en évoquant X ou Y raison. Moi, je pense que quand on est insulté parce qu'on prône une certaine vertu, parce qu'on prône une certaine excellence, c'est qu'on est dans la bonne direction. Parce que celui qui t'insulte, c'est celui qui a été touché par ce que tu as dit. Donc du coup, il prend du temps pour écrire un commentaire, il prend du temps pour mettre sur papier ou mettre via un post la frustration qui est la sienne. Absolument. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas indifférent. Aidé par les réseaux sociaux. Jean Cocteau disait ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est ça. Et- Mais c'est pour ça que je dis tout le temps, parce que parfois tu peux avoir des gens qui se découragent parce que justement ils sont victimes d'harcèlement, victimes d'injures, victimes même parfois de diffamation sur les réseaux sociaux. Et ils peuvent après décider d'arrêter le combat qui était le leur, la promotion de l'excellence qui était la mission, parce que je pense qu'ils n'ont pas la bonne perception des choses. L'injure est signe d'une pertinence quand elle repose uniquement sur la vexation d'un être inculte. Quand on a blessé quelqu'un qui en réalité devrait s'interroger sur soi, pourquoi il ne lit pas, pourquoi il n'est pas cultivé, pourquoi il ne fait pas d'efforts intellectuels, au lieu de le reprocher à Herman, à Judith ou à toi, il devrait se demander pourquoi il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Et je le dis parce que parfois je rencontre des frères et des sœurs qui soit arrêtent de faire ce qu'ils font ou ne veulent pas se lancer par peur des critiques, par peur des injures, par peur de la calomnie. Je leur dis qu'ils ont tort. Ils ont tort parce que l'injure, la calomnie, c'est des légions d'honneur. Absolument. Et comme on le dit souvent, on ne jette des pierres qu'aux arbres chargés de fruits. Alors, transition toute trouvée, ou presque, et qui cette fois-ci heurte brutalement l'actualité, c'est que Frédéric Douglass aussi prend le soin, c'est un passage très fin psychologiquement, de montrer qu'il existe une différence, et c'est une différence qui est très rarement soulignée à notre époque, entre le fait de se libérer de l'esclavage et l'acte d'être libre. À notre époque, on investit davantage notre énergie dans le processus de libération, que ce soit à l'échelle nationale, internationale ou on va dire communautaire, en négligeant les conditions à honorer pour être libre positivement.
pour le dire autrement, il souligne un passage où les esclaves ont soi-disant accès à un espace de liberté, de loisirs, prétendument offert par les maîtres, mais il comprend tout de suite que c'est une ruse déployée par ces derniers afin que ces mêmes esclaves, cédant justement, n'ayant pas appris à dompter leur liberté et par conséquent cédant à la débauche, mais finalement ils sortent de cette débauche à se dire c'est peut-être pas plus mal d'être esclave, d'être sous la tutelle d'un maître beaucoup plus bienveillant. C'est un cadeau empoisonné. Voilà. Je vais quand même lire ce passage qui fait écho à l'actualité, à mon sens. Leur but est de plonger dans les bas-fonds de la débauche afin de les dégoûter de la liberté. Ainsi, il ne leur suffit pas que l'esclave boive de son propre gré. Ils imaginent divers stratagèmes pour le saouler. Ils vont par exemple organiser des paris pour les esclaves et déterminer, etc. Et c'est par cet astucieux stratagème qui fait confondre débauche et liberté que le rusé propriétaire répond à l'esclave qu'il sait ignorant lorsque ce dernier aspire à la liberté. La plupart d'entre nous tombaient dans le panneau avec un résultat prévisible. Plusieurs finissaient à penser que la différence entre la liberté et l'esclavage n'était pas si grande et que, à tout prendre, il valait mieux être un esclave d'un homme plutôt que du rhum. Il valait mieux être l'esclave d'un homme plutôt que du rhum. Incroyable passage qui caractérise la vie dans nos quartiers, qui caractérise aussi la vie bien au-delà. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand tu dis on peut faire un parallèle avec l'actualité, où est-ce que tu veux en venir exactement? De quelle actualité tu parles? L'actualité des quartiers, de tous les quartiers où les jeunes se plaignent du système, les jeunes se plaignent de subir, alors que au quotidien, leur propre liberté leur échappe, alors qu'au quotidien, ils se livrent à la consommation de drogue, à l'excès, à la consommation d'alcool, à l'excès. Pensant être en marge du système, alors qu'en réalité, c'est eux-mêmes qui... Parce qu'on ne leur a pas incité à dompter leur liberté, on leur a mis dans la tête uniquement que leur combat devait être dans un processus de libération face à un système oppressif. D'accord. Donc tu fais un parallèle entre la victimisation et la consommation de masse dans laquelle se trouvent certains jeunes. Consommation de débauche, d'ailleurs, de la drogue, l'alcool, tout ce qui les pousse à échapper à leur liberté. Ouais, pour ça j'ai dit consommation de masse, c'est pas consommation culturelle. Moi je pense que aujourd'hui on a des difficultés avec beaucoup de jeunes, c'est-à-dire que ils sont en manque de repères. Ils sont en manque de repères, en manque de valeurs fortes, en manque de personnalités fortes, que ce soit des femmes et des hommes, qui sont en capacité de leur parler avec amour, bienveillance et exigence. Donc du coup, quand tu n'as pas ces repères-là, nécessairement, tu vas les chercher où tu peux, que ce soit dans la télé-réalité, dans la musique, dans le sport, et parfois même dans les excès qui sont les paris en ligne. Et tu vas commencer à développer une vie qui correspond davantage à une consommation de biens, de services, plus qu'à une affirmation de toi. Puisque l'affirmation de soi passe par une introspection, donc tu fais l'économie. Donc quand tu fais l'économie d'une introspection, tu ne peux pas développer une singularité, donc forcément tu deviens un mouton, tu deviens quelqu'un qui suit la tendance, tu deviens quelqu'un qui a l'habitude de faire et pas de réfléchir, et ça c'est regrettable. Maintenant après c'est à nous, je pense en tant que personne bienveillante, en tant que personne amoureuse des nôtres et qui a envie de les voir briller, de créer les espaces pour avoir des moments de discussion, de réflexion, pour leur donner des outils, parce qu'il faut les faire venir de manière séduisante, leur proposer quelque chose de désirable, pour que ces femmes et ces hommes aient réellement envie de développer une réflexion qui leur est propre et de sortir de cette débauche. Tout excès est insignifiant, comme disait l'autre. Donc quand il y a un excès, c'est que... Sauf l'excès de lecture. Non, je pense que même l'excès de lecture est insignifiant. Je pense, non, sincèrement. Ah ouais, okay. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Moi, j'ai la chance de connaître des personnalités autour de moi qui sont diverses. Et je connais des femmes et des hommes qui lisent énormément. Ouais. Et il y a un piège à la lecture excessive, c'est que tu ne prends pas le temps d'expérimenter. Tu ne prends pas le temps de vivre.
dans le sens où tu ne prends pas le temps de rencontrer l'autre en dehors de la rencontre immobile. Parce que qu'est-ce que c'est que la lecture? La lecture, c'est un voyage immobile. C'est tu restes là où tu es, mais en réalité, tu voyages et tu découvres par la lecture une religion, un pays, une destination, un auteur, un concept. Mais tu ne l'expérimentes pas dans ta chair. Tu te contentes juste de la connaissance via le savoir qui découle du livre. Et c'est une bonne chose. Mais moi, je pense qu'il est important de corroborer à la lecture la rencontre, le contact physique, le contact de la chair, le contact du corps, de façon à voir que par moments, il y a des décalages entre ce que nous nous étions imaginés et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et moi, j'ai des personnes autour de moi qui sont très théoriques, parce que très lecteurs, et que lecteurs, et qui du coup, sur le terrain pratique, ne sont pas pertinents. Parce que, comme ils font que de lire, ils ont fait l'économie de l'expérimentation, de la rencontre, de la discussion, parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée, si tu décides de passer 8 heures à lire, d'où l'excès, c'est du temps en moins pour aller rencontrer des gens, pour te confronter au réel et tirer les enseignements que la vie t'apporte. Donc oui pour la lecture, non pour l'excès, parce que tout excès est nocif, et il faut garder en mémoire que la théorie sans la pratique et la pratique sans la théorie sont à chaque fois des êtres manquants. Pour moi, un être manquant ne peut pas être pertinent. La pertinence passe nécessairement par la complémentarité entre la pratique et la théorie. Voilà pourquoi je dis que trop lire, pour moi, ça ne sert à rien. J'en connais beaucoup de gens qui lisent énormément autour de moi, je ne les écoute même pas. Ok. Moi, je faisais référence en particulier au texte saint. Pareil. Je te prends un exemple. Dans le judaïsme, les rabbins les plus émérites, ce sont ceux qui ne font que lire, qui lisent, mais qui ne dorment même pas tellement ils doivent lire, du fait que le Talmud, c'est l'Ancien Testament, la Torah, c'est ensuite la Mishnah, donc les commentaires de l'ouvrage, ensuite c'est les commentaires des commentaires. Et ils disent qu'il faut au moins 1000 vies pour accéder à l'entièreté de tout ce savoir, lequel renferme les particularités, dans le sens où de toute façon, il y a les particularités humaines, les rencontres, les expériences, et puis après il y a les concepts qui permettent de comprendre ces expériences. Et dans ces concepts, il y a les symboles, il y a la gematria, il y a la numérologie. Donc c'est autant de savoir qui n'est pas accessible quand tu as 20 ans, mais qui, à force de lire ces textes sacrés, c'est valable aussi dans l'islam, qu'on me comprenne bien, eh bien, te donne accès à un savoir supérieur que tes relations humaines ne peuvent pas, auquel tes relations humaines ne peuvent pas. Ce que tu dis attends, n'invalide pas attends, le propos de Meko, parce que… Si. Moi, je veux bien, mais… moi, je veux bien qu'on dise que la lecture quantitative des textes saints permettent de faire l'économie de la pratique. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, je vais m'expliquer pourquoi. Et pour moi, c'est valable dans toutes les religions. Parce qu'il a parlé du judaïsme, mais c'est valable pour moi avec l'islam, avec le christianisme, avec le judaïsme. Les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai écoutées, que j'ai analysées, qui sont uniquement basées sur la lecture intensive de leur foi, manquent cruellement de recul parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'interagir en termes d'énergie vitale via des rencontres avec des gens qui sont différents d'elles. Les excès que j'ai analysés et observés chez les religieux, c'est justement le manque d'interaction avec des femmes et des hommes de spiritualités différentes, de croyances différentes, permettant justement comment dirais-je, de contrebalancer les certitudes qui découlaient de leur lecture. Parce que le problème de la lecture, quand elle est intensive, c'est qu'elle te donne des certitudes qui t'enferment dans des logiques qui parfois sont dangereuses et ne te permettent pas de comprendre l'autre dans ce qu'il est. Et quand vous regardez l'histoire, actuellement ce qui se passe en Israël, là, le nombre de fous de Dieu dans le gouvernement Netanyahou qui vous parlent de récupérer le grand Israël, qui vous disent que les Palestiniens sont des sous-humains, parce que c'est tous des mecs qui croient en Dieu à 200% et qui sont soi-disant des gens qui normalement devraient être sages. Et quand on entend leurs propos, ils ont des immondices à l'endroit des Palestiniens qui considèrent comme des sous-hommes. Donc oui, la lecture, non, ça veut dire quoi la lecture? Lis ton livre, descends, va parler avec les gens. Va te confronter à la réalité, à la complexité du réel, comprends que le monde ne tourne pas autour de ton livre saint, il est saint pour toi, pas pour tout le monde, et après tu comprendras comment la vie elle est complexe. Mais non,
Alors deux choses. Deux choses. Là, on parle du judaïsme. Je parlais de tout. Non, tu as pris l'exemple d'Israël. Juste Attends, un point. attends. Non. Là, il a parlé d'Israël, il a parlé du judaïsme. Tu te sens obligé de réagir. Ah oui, c'est obligatoire. Première chose, le propre du Talmud, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Donc, dire qu'il y a des certitudes dans les livres saints, c'est peut-être valable avec d'autres, mais pas dans le Talmud. Il n'y a aucune certitude. La vérité n'est que questionnement. C'est le pourquoi qui prime sur la certitude. Maintenant, pour l'instrumentalisation de certains rabbins dans le conflit qui se transforme en un conflit viriliste, parce que ce sont deux ennemis jurés, ce n'est pas juste les Israéliens contre les Palestiniens, ce sont les Juifs contre les Arabes, avec cette haine millénaire, hélas, qui existe. Il fut un temps, des Juifs étaient sous la domination arabe, donc ils ont nourri une certaine colère, une certaine haine, qui aujourd'hui, hélas, se manifeste avec un excès de vengeance, un excès d'action militaire. Mais ça n'a rien à voir avec un excès de lecture. Je répète, le Talmud, c'est aucune certitude. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien garder à l'esprit. Donc je referme cette parenthèse. Moi, j'ai toujours perçu, moi, dans les textes religieux, la dimension opposable à tous. C'est que là où la lecture peut te faire évoluer, peut te faire avancer, et au gré des confrontations, des rencontres dans la société, tu peux évoluer. Frédéric Douglass, tu le lis, tu peux nuancer. Mais je suis désolé, les livres sacrés sont indiscutables. C'est que tu prends tout ou rien, en fait. Donc c'est là que moi j'établis une différence entre les deux. Lecture, oui. Et effectivement, Beko a raison en disant que l'enfermement dans la lecture uniquement, c'est partir du principe qu'il y a des gens qui ont vécu la vie pour toi et qui t'en proposent les codes et les principes qui ne te restent plus qu'à appliquer. On doit comprendre. Comprendre Si pour tu les appliquer, vis pas dans parce le réel, tu ne les comprends. qu'ils ne sont pas optionnels, les textes religieux, Ils visent à être compris. en ma connaissance. Oui, à être compris, mais de quelle manière? Moi, je pense Parce que c'est pas que de si compréhension sans terrain. C'est ça. Or, le terrain, le propre du terrain, c'est qu'il t'apprend justement à ajuster, à comprendre l'autre, à le tolérer. Mais si dans ton livre sacré, on t'impose déjà une nette distinction entre l'autre et toi, même si, et c'est là que j'y trouve moi un paradoxe et des contradictions incroyables, on t'impose déjà le fait que l'autre, tu ne peux pas te mélanger à l'autre, ou que tu ne peux pas fréquenter l'autre parce que, pour X ou Y raison, évidemment que tu as beau avoir les plus belles interactions du monde, les plus beaux contacts du monde, il n'en demeure pas moins que cette ligne de fracture, cette ligne de rupture persistera. Je suis d'accord. Je précise une chose. On dit qu'il n'y a pas de vérité sans rapport au terrain, pas de compréhension sans terrain. Les mathématiciens n'ont aucun lien avec le terrain. C'est des sciences exactes. C'est une science rationnelle. Non, mais c'est une connaissance. Ouais. Bon, donc il n'y a pas besoin de terrain. Les historiens n'ont pas besoin de terrain non plus. Les mathématiciens n'ont pas besoin de terrain? Non. Grégory Perelman, l'un des génies de mathématiques qui est en Russie, il vit avec sa mère dans un 3 pièces. Il a déchiffré un certain nombre d'hypothèses mathématiques insondables. Après, il est rentré chez lui. Il n'y a jamais de terrain. Oui, mais là, on parle d'une science exacte. Avec une application réelle. Mais qui est liée à la lecture. Les sciences sociales ont besoin d'expérimentation. Voilà, là, si on précise les sciences sociales, mais autant préciser dans ce cas. Enfin, on parle c'est de pour la ça il y a généralité. certains domaines de connaissances qui ne nécessitent pas un lien avec l'expérience humaine. Moi, je veux bien que tu prennes. Si pour toi, Ouais. c'est pertinent de dire à des gens, faites que de lire et n'expérimentez pas, dis-le. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, c'est ça la question. Non. Moi, la question, c'est est-ce que Ouais. c'est important de lire? Ouais. Oui. Est-ce que c'est important d'expérimenter via des rencontres, via des moments de vie en dehors de la lecture? Je dis que c'est tout autant important. Et que ce Voilà soit ma position. complémentaire et, Après, tu prends l'exemple d'un mec qui est enfermé dans sa chambre en me disant regarde, il est enfermé dans sa chambre avec sa mère, c'est un génie. Non, je disais que tout excès, c'était la phrase, tout excès de nuit, j'ai dit sauf la lecture. Ah ben, c'est ce que j'ai dit. Donc, pour moi, un excès de lecture ne peut pas nuire, ne nuira jamais. Je préfère un excès de lecture qu'un excès de non-lecture. Oui, mais comment mais tu tu ne considères l'expliques? pas pour autant que l'excès de lecture, c'est faire l'économie de la rencontre et Mais du forcément, ça se fait au pragmatique. détriment, c'est un excès. Tout excès se fait au détriment de quelque chose. Alors, un excès, tu as pris l'exemple des 8 heures. Tu n'as pas tort. Mais tu Attends. ne peux pas faire un excès sans un détriment. Si, tu peux faire au détriment, plutôt que de voir un ami pendant 4 heures, tu le vois pendant 1 heure. Et les 3 autres heures, tu lis. Par exemple. Mais non, mais c'est pas comme ça, c'est pas un excès ça. Si tu le vois, c'est pas un excès. Moi je te si, parle de les la excès- notion d'excès, c'est quelque chose qui forcément se fait au détriment de ta santé, du temps avec tes proches, du temps avec ta famille. C'est ça l'excès. C'est ce que je te dis. Plutôt que de passer 4 heures avec lui, tu ne passes qu'une heure. Donc, Mais c'est tu, au le, détriment du temps. mais tu le commandes pas ça un moment avec un ami. Tu vas pas arriver, tu dis bon coup de poteau, on a 1 heure, c'est pas une séance chez le kiné. Ah si,
consulte les étudiants en médecine qui vont t'expliquer que si, tout Ils est sont chronométré. chronométrés, C'est chronométré, pardon. Quand tu es programmé, tu peux être sûr qu'il y a un temps pour tout. Tu peux pas dire que tu vas te laisser aller à l'épicurisme et te dire, ouais, je vais voir un ami, ça va être sans fin. Ça arrive. Tu peux aussi bien segmenter ton temps. Je pense connaître des médecins Ouais. que j'ai fréquentés pendant mes études. Sans balancer mon cursus scolaire, j'ai fait des études assez exigeantes. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les interactions humaines, tu ne dis pas à l'autre, j'ai 1 heure devant mon temps. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez boire un verre en terrasse, vous allez dîner, vous allez au cinéma, vous sortez ensuite. Et en fonction des rencontres, des discussions, personne vit avec une montre comme ça en disant, bon les gars, j'ai 40 minutes. C'est pas vivable. Je crois que ça existe. Je crois que ça existe quand même. Mais moi, je ne crois pas que croisé ça ça. Je salue à mon cousin Emeric. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont des réelles vies disciplinées et des vies Clairement, vraiment. des vies monacales. Bah, Mais longue bon, je voulais vie, juste revenir longue vie à eux. Hein. sur un point, parce que ça c'est quand même une citation qui est contenue dans le livre, mais me basant sur l'extrait que tu as lu, je l'avais déjà lu, mais je la relis. Vous avez vu comment on fit d'un homme un esclave, donc on fit de la volonté de l'autre, on fit d'un homme un esclave. Vous verrez comment un esclave devint. Donc d'une part, il y a la volonté de l'autre, et dans la deuxième partie, il y a cette détermination, cette autodétermination, cette volonté de soi-même, de sortir. Donc c'était pour répondre à ce que tu disais et par rapport aux jeunes de banlieue ou aux autres catégories de personnes qui attendent que le maître veuille bien les libérer ou leur accorder une certaine liberté offerte comme ça sur un plateau, alors qu'il y a un travail personnel et sur soi à effectuer en se préparant, en cultivant l'amour pour soi, en se connaissant. Et ensuite, oui, en s'équipant mentalement et intellectuellement, notamment à travers la lecture et pas uniquement. Et particulièrement à travers la lecture. Alors, adresser en guise de conclusion, si possible, un message à la jeunesse pour les inciter à découvrir l'œuvre de Frédéric Douglass. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Merci. Voilà, j'incite tout le monde, jeunes, vieux, tout le monde, tout simplement à découvrir ce personnage historique à travers tout simplement ses autobiographies. Et franchement, il y a énormément d'enseignements à prendre de ça. Son histoire est très belle puisqu'il part de rien et arrive à gravir les échelons que nous-mêmes, aujourd'hui, on ne pourra peut-être pas gravir. Parce que je crois qu'il a été consul aux États-Unis et ministre. Il a travaillé également en Haïti grâce à son statut dans la politique. Donc moi qui suis en plus d'origine haïtienne, donc je le découvre. Je l'ai découvert il y a très peu de temps et je le redécouvre et cette partie-là me manquait. Et du coup, là, je me dis il faut absolument que j'aille le découvrir encore une fois puisque son histoire est vraiment inspirante. Je pense que quand on est motivé, on peut parvenir à de très grandes choses. Et puis l'excès, c'est tout simplement le résultat de l'addition de plusieurs choses négatives comme le manque de pouvoir, le manque d'éducation. Et il a montré à plusieurs reprises qu'il n'était pas dans l'excès. Donc c'est quelque chose qu'on peut combattre. Et je pense qu'on peut combattre aujourd'hui tous les excès qui nous poussent tout simplement à la médiocrité. Très bien, merci. Oui. Je vais en parler avec beaucoup de passion, avec beaucoup de passion. Frédéric Douglass s'est déterminé notamment, et principalement d'ailleurs, à travers ce dont on le privait, c'est-à-dire la connaissance, le savoir. Et c'est à travers la lecture. La connaissance ne se trouve pas dans les souks, la connaissance ne se trouve pas dans les chichas, la connaissance ne s'achète pas au marché de Dakar. La connaissance, elle est contenue dans le livre. Parce que lire, c'est apprendre à lire sa constitution, à comprendre la loi, à comprendre les codes sociaux. Lisons, apprenons, soyons curieux, soyons avares de connaissances et de savoir. Non, ne soyons pas avares, mais soyons plutôt cupides de connaissances et de savoir. J'ai dit. Lisez Frédéric Douglass, c'est un homme époustouflant, une source d'inspiration qui m'a beaucoup aidé, notamment dans les moments de tergiversation, dans les moments d'incertitude.
que j'ai pu rencontrer. Donc n'hésitez pas à vous abreuver de sa biographie, de son autobiographie, de son parcours, de son combat contre lui-même, de son combat contre le système qui l'a oppressé. Inspirez-vous de lui, inspirez-vous de son parcours qui est vraiment ahurissant et incroyable. Lisez, lisez, mais ne faites pas que ça. Soyez équilibrés. Ne vous contentez pas que de la théorie. Expérimentez aussi. Ayez un rapport à la pratique et à la théorie en complémentarité, que ce soit vraiment les faces d'une même pièce qui permettent votre épanouissement. Soyez modérés et soyez dans une logique d'expérimentation. Très bien. Que rajouter de plus, si ce n'est un petit extrait, un dernier pour la route qui me semble incontournable de l'œuvre de Douglas. J'ai compris que pour faire un esclave content de son sort, il faut faire un esclave qui ne pense pas. Il faut absolument obscurcir son sens moral et son esprit. Et, autant que possible, tuer en lui toute capacité de raisonner. Tuer en lui toute capacité de raisonner. Charge à chacun d'entre vous de faire naître, si ce n'était pas déjà le cas, votre capacité de raisonner et mieux encore, votre capacité de transmettre. Deux activités qui nécessitent la lecture, qui nécessitent la compréhension, qui nécessitent la transmission. À choisir, je préfère un excès de lecteurs. Dans notre communauté, nous manquons de lecteurs. Je préfère que nous ayons des ayatollahs de la lecture, des drogués de la lecture. Les autres feront les expériences. Mais ayons au moins une élite d'experts. Et ces experts-là, il faut qu'ils soient accrochés à la lecture comme un enfant au lait de sa maman. Voilà le message que je vais transmettre au nom de, j'allais dire Frédéric Douglas, mais plus largement, c'est aussi cela, la librairie africaine. On vous incite, avec des divergences d'opinion, mais toujours dans une même optique, à prendre en main votre destin de façon pragmatique et avec un regard objectif, froid sur la réalité. La réalité de notre époque est celle qui est commandée par les compétences, par la connaissance. Celui qui ne connaît pas, celui qui n'est pas compétent, a vocation à rester sur le quai de la gare pendant que le train de l'évolution, le train du progrès avance. Donc, nous militons, parce qu'on a expérimenté individuellement, pour qu'un maximum d'entre nous sautions à l'intérieur de ce train. Votre train, le train de votre développement. Et nous remercierons jamais assez notre partenaire, Présence africaine, qui alimente ce désir, qui alimente cette nécessité de renaître par la connaissance, de renaître par l'excellence. C'est pourquoi ces portes sont ouvertes afin que chacun et chacune d'entre vous y aille récupérer des pépites de savoir, des pépites de stimulation à travers des biographies, à travers des romans, à travers des pièces de théâtre, à travers des essais, que sais-je encore, au service du patrimoine culturel autant qu'au service de votre psychologie. En un mot, lisons ou mourons. À très bientôt.